Autre étape incontournable de cette ville d'Uzès, évidemment le Duché qui est derrière moi. Nous allons justement le visiter avec son donjon et sa vue imprenable sur la ville et les alentours. Nous sommes avec Françoise, guide polyvalent au Duché d'Uzès. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler un petit peu de l'histoire de ce château qui est dans la famille depuis 1000 ans. Toujours les descendants, oui, de la maison de Crussol. Pour planter un peu l'histoire, est-ce que vous pouvez justement nous parler des grandes lignes de cette histoire de ce château, sa reconstruction, ses différents changements? La première construction remonte donc au XIIe siècle, c'est le donjon, qui s'appelle la tour Bermande parce qu'elle a été construite par Bermond d'Uzès, un seigneur de la ville. D'accord. Et puis après, au fil du temps, le château après a été érigé en vicomté en 1328, en duché en 1565 et en duché Péry en 1572. Sa particularité, c'est justement d'avoir des tours qui datent de différents siècles. Voilà, oui. Le château ducal, appelé le Duché, est par son architecture un résumé de l'histoire de France. Le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle des Lumières et les temps modernes s'y retrouvent. Cette composition architecturale offre malgré tout une belle harmonie. C'est la famille de Crussol-Uzès, mais que l'on appelle maison de Crussol. Ici, nous sommes dans la salle des tableaux. Donc là, vous avez le portrait du XVIIe duc d'Uzès, actuel propriétaire du château. Cette bâtisse connaît des moments difficiles. La Révolution, vendue comme bien national, elle est saccagée et transformée en collège. Le duc d'Uzès rachète le duché en 1824 aux familles uzésiennes, dont celle de l'écrivain André Gide. Le duc y fait d'importants travaux à partir de 1834, date de la fin de la construction d'un nouveau collège à Uzès et de son aménagement. La première partie du XXe siècle est aussi une période noire pour le duché. Le duc d'Uzès, en difficulté, vend son mobilier et il loue le duché à l'Éducation nationale qui installe de nouveau un collège. Peu scrupuleux du monument, elle ne remplit pas ses obligations d'entretien et bétonne l'intérieur et l'extérieur. Là, vous avez le portrait de Simone d'Uzès, qui épousa le baron de Crussol en 1486. Et c'est depuis ce mariage que la famille porte le nom de Crussol d'Uzès. Et c'est donc devenu la maison de Crussol. À partir de 1951, la marquise de Crussol récupère avec l'aide du ministère des Beaux-Arts le duché et elle commence à le restaurer. Amie du ministre de la Culture du général de Gaulle André Malraux, elle obtient le secteur sauvegardé en 1964 qui va permettre à la ville d'Uzès de renaître de 2 siècles d'oubli. Nous sommes dans la chambre jaune, avec un lit d'époque Louis XVI à baldaquin italienne. Là, c'est le berceau de la famille de 4 générations. Il a servi pour la première fois en 1904 et la dernière fois en 1997 pour le fils aîné de Monsieur le Duc. Vous avez aussi leur devise, Ferro Nanaoro, qui veut dire par le fer et non par l'or. Et c'était avant tout des chevaliers et non des financiers. C'était une noblesse d'épée au départ. Le duc et la duchesse d'Uzès actuelle continuent les restaurations entamées par la marquise de Crussol. Depuis, une grande partie du gros œuvre a été restaurée et régulièrement de nouvelles acquisitions de meubles et objets enrichissent les collections. Le duché est un des rares exemples de château de famille faisant l'objet d'une restauration complète en ce début du XXIe siècle.
Allez, pour finir, nous allons monter les 135 marches qui mènent au donjon pour voir cette vue splendide d'Uzès. Suivez-moi, vous êtes prêts? Allez, il faut y aller. On est motivés. On les compte, hein. 1, 2, 3, 4. Pendant l'ascension de la tour, nous ouvrons notre rubrique métier d'antan. Le seul torréfacteur à l'ancienne en France, il n'en reste qu'un, se trouve à Uzès. Petit noir, kawa ou encore café, nous allons à la rencontre de Julien Hurard pour découvrir cette boisson ancestrale. Il aurait pu s'industrialiser, comme beaucoup, pour augmenter sa production et sa rentabilité. Mais Julien en a décidé autrement. Cet enfant du pays de l'Uzège montre très tôt un intérêt particulier pour les petits grains noirs de café. Pas étonnant qu'aujourd'hui il soit devenu torréfacteur. Le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau dans le monde. Sa qualité, son goût, ses arômes dépendent exclusivement de la façon dont il se torréfie. Pour extraire le meilleur de son café, Julien Hurard choisit de le torréfier comme autrefois. Moi, je travaille de manière traditionnelle avec des torréfactions lentes, 20-25 minutes, et je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire au bois et au charbon. La machine est unique en France. Petit noir, cette machine a plus de 100 ans. Café, nous allons à la rencontre de Julien Hurard pour découvrir cette aurait dû boisson partir à l'étranger ancestrale. dans un musée. Cette machine fonctionne très bien et elle fait partie du patrimoine français. Elle fait plus de 5 tonnes. C'est une machine qui a la capacité de torréfier jusqu'à 250 kg de café. Il faut savoir la dompter. J'ai mis 2 ans pour pouvoir la maîtriser parce que le bois et le charbon, c'est pas l'électricité, c'est pas le gaz, c'est pas un bouton que l'on tourne. Trop chaud, pas assez chaud. Là, il faut anticiper, il faut jouer avec la météo, avec la température extérieure et intérieure de l'atelier. Donc tout ça, ça s'apprend. Mais c'est ce petit risque, entre guillemets, qui est excitant et qui fait que c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Tout l'art du torréfacteur réside dans sa faculté d'anticipation. J'anticipe toujours la chute de température. C'est-à-dire que je monte plus, parce que le fait d'envoyer une masse froide, c'est-à-dire le café vert, dans la machine, la température va chuter. Donc ça, il faut l'anticiper, ça c'est le métier, on va dire. Et donc, une fois que j'ai stabilisé ma température, j'envoie mon café et je sais que la température va rester entre 180 et 200 degrés, qui est la température idéale pour torréfier du café. Autre ustensile indispensable sur lequel repose la délicate appréciation de la bonne cuisson des grains, la sonde. Et cette sonde donc, me permet de faire des prélèvements et c'est mon expérience, et alors ça va être mon nez, ça va être mes yeux qui vont me donner des petites indications sur l'avancement de la torréfaction. Donc je surveille très attentivement l'évolution de la cuisson et la montre. Le café, il ne faut pas qu'il cuise trop rapidement, mais à l'inverse, il ne faut pas qu'il cuise trop lentement. Il y a un délai, il faut qu'il cuise entre 20 et 30 minutes pour avoir un maximum d'arômes et avoir ce qu'on appelle une torréfaction à cœur. Lorsque la torréfaction arrive à son terme, Julien tombe le café, une expression sortie tout droit du jargon des torréfacteurs. Ça veut dire qu'on va sortir le café de la machine pour qu'il tombe dans le bac de refroidissement. Parce que le café sort à 180 degrés à peu près, donc il sort très chaud. Du fait qu'il sorte très chaud, il continue à cuire et il peut brûler. Donc il faut le refroidir de manière rapide. Voilà pourquoi vous voyez le brasser avec une espèce de manche, un outil qui me permet d'accélérer le refroidissement du café. Plus vite il sera refroidi, meilleur il sera. Le café a cette particularité d'attirer par le nez, on va dire, les personnes qui n'en consomment pas. L'odeur et le goût sont deux choses différentes. On peut avoir des odeurs très fortes et des cafés très doux. Et inversement, on peut avoir des cafés assez puissants, assez corsés, avec des odeurs pas très importantes. C'est une matière vivante, c'est un produit vivant, c'est un fruit qui vient du sol. Donc il va être différent en fonction du terroir, en fonction de l'exposition, de l'altitude et aussi de la torréfaction. De café en provenance des 4 coins du globe, de l'Amérique latine à l'Afrique, en passant par l'Asie et l'outre-mer. De toutes ces sources, Julien travaille aussi tel un alchimiste dans son laboratoire à la création de saveurs uniques. Un torréfacteur est toujours un peu chimiste à sa manière et il va toujours essayer d'assembler des arabicas pour avoir des cafés plus ou moins fruités, plus ou moins corsés ou plus ou moins doux. Comme un vigneron va assembler des cépages, nous torréfacteurs, on assemble des arabicas et certains assemblent des arabicas et des robustas. Donc on peut avoir effectivement plus de 50 variétés de café si on prend les deux gammes d'arabica et de robusta. Le café étant une passion, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Je pense que le mieux, c'est de venir à Pont-des-Charrettes, donc pas très loin du musée du bonbon. Je torréfie spécialement devant les groupes, tout est gratuit chez moi, c'est-à-dire que vous pouvez venir assister à la torréfaction, vous pouvez déguster
un café gratuitement, il n'y a pas d'obligation d'achat. Je vous transmettrai ma passion du café et vous verrez qu'il y a café et café. Eh bien, dites donc, 135 marches en collimation, je suis épuisée. Alors, je vous laisse profiter du paysage. On se retrouve dans quelques instants, je reprends mes esprits. Autre fleuron de la gastronomie uzésienne, l'escargot de l'Uzège. Nous allons aller à la rencontre d'un éleveur, héliciculteur. Il élève plus de 300 000 escargots par an, petite bête à cornes qu'il va nous présenter. La production d'escargots demande une attention toute particulière. Justement, pas être en surdensité dans les parcs, pas être en sous-densité non plus. Donc, c'est une attention de tous les jours, quand même, dans la partie élevage, et ne pas griller les étapes pour pouvoir continuer à avoir un escargot de qualité. Très vite, Cyril se fixe un objectif de taille, produire une qualité irréprochable en respectant le cycle de saisonnalité du mollusque. Moi, je veux quand même respecter la saisonnalité de l'escargot. Donc, les escargots sont mis en parc au mois de mai. Ils sont récoltés jusqu'à la fin septembre. Tout comme dans la nature, où dans la nature, les escargots, ils sortent au printemps et ils rentrent en hibernation à l'automne. À la fin de l'automne, dès les premiers froids. Une fois qu'ils sont ramassés, déjà on les fait jeûner. D'accord, ils sont ramassés, ils sont stockés dans des filets, dans des caisses en plastique, devant des ventilateurs, pour qu'ils fassent bien l'opercule, qu'ils s'enferment bien dans leur coquille. Et ensuite, là, sur les 280 000 que j'ai mis en parc, je vais être à 2,5 tonnes à peu près ramassés. Donc, je ne peux pas tout décoquiller d'un coup. Donc, de ces filets, après, ils partent en hibernation en chambre froide, en attendant d'être décoquillés au fur et à mesure. Et normalement, je finis de décoquiller. Début décembre, il faut que j'ai fini de tout décoquiller pour pouvoir après attaquer les fêtes de fin d'année et avoir fini cette étape-là. Le décoquillage consiste à sortir de sa coquille à l'aide d'une fourchette dedans la partie comestible de l'escargot. Une opération délicate que Cyril exécute au sein de son laboratoire conforme aux normes de la communauté européenne. Pour moi, ça fait partie aussi de ce gage de qualité. Ça permet d'avoir une traçabilité. Donc c'est draconien, mais c'est nécessaire. Nécessaire car pour lui, la récompense de ses efforts, c'est le client qui le lui rend. Et à partir du moment où les clients reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits du produit et la plus belle des récompenses, c'est ça, quoi. Cyril Santos livre un grand nombre de restaurateurs de la région. Il n'a qu'un seul objectif, travailler à satisfaire toujours plus les amoureux des produits du terroir. Alors c'est bien beau de voir l'élevage des escargots, mais il faut maintenant aller les déguster. Et oui, du côté du millésime, une recette que nous propose le chef des lieux, miam miam. Frédéric, bien sûr, notre gourmand, était sur place. Bonjour, bienvenue au restaurant Millésime. On va vous présenter une recette facile à base d'escargots, les escargots de l'Uzège. Pour ces ingrédients, on a bien évidemment les escargots de Cyril. On a des noisettes concassées, du persil frais, échalotes, ail, beurre, sel, poivre, crème liquide et bien évidemment, puisque la recette c'est des escargots de l'Uzège au bagnous, du bagnous. Une casserole, une noisette de beurre, très légèrement fondu, juste mousseux. On va ajouter nos escargots, notre échalote et notre ail. Ça va nous rappeler un petit peu les escargots de grand-mère qu'on fait à l'ail et au persil. Donc on les fait légèrement colorés, sel et poivre. Et là quand c'est bien chaud, on va les flamber au bagnous. Vous voyez, là ça me fait une petite couleur rosâtre de la recette.
un peu de noisette. Et maintenant, on va monter les escargots au beurre. Quelques noisettes de beurre. Pour les novices, on va épaissir la sauce, tout simplement, et lui donner une couleur brillante. On va ajouter notre persil frais. Et la touche finale, on finit la recette et on monte à la crème. Une petite ébullition, histoire que ça épaississe un petit peu. Et on va pouvoir dresser nos escargots de l'usage. Là, on dresse les escargots en dôme. Vous voyez, la sauce elle est un petit peu épaisse. Elle est bien liée là, vous voyez. C'est important, il faut qu'on obtienne ce résultat-là. Et voilà. Voilà, cassolette d'escargot d'usage au bagnos. C'est la fin de notre balade ici à Uzès. Nous vous proposerons évidemment tout au long de l'année de nouvelles découvertes dans la région Languedoc-Roussillon. Je remercie évidemment Frédéric Siller qui a signé les images de territoire. On vous retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle thématique et un nouveau site à visiter. Vous pouvez revoir l'émission évidemment sur notre site www.tvsud.fr. Bonne semaine à tous et allez vous balader dans notre belle région.